Bonjour, merci donc de nous retrouver pour ce nouveau webinaire d'AGEAS Patrimoine qui sera consacré aujourd'hui au capital investissement, une nouvelle façon donc d'investir dans les contrats d'assurance vie et de capitalisation. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque j'accueille donc Johan Attal qui est directeur technique et produit d'AGEAS France. Bonjour à tous. Bonjour Johan. Julien Jo qui est donc directeur associé chez Amundi Private Equity Fund. Bonjour Julien. Bonjour. Et enfin, donc, Stéphanie Nizar, qui est donc responsable grand compte et investisseur privé institutionnel chez Nextage AM. Bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, et merci de votre présence aujourd'hui, on va définir un petit peu le capital investissement, le private equity, qui est finalement l'investissement dans des entreprises non cotées. Mais qu'est-ce qu'exactement le capital investissement et pourquoi et quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir dans du private equity au sein des contrats d'assurance vie et capitalisation? Si on dresse un petit peu le décor aujourd'hui, le financement est un véritable besoin pour les PME, les entreprises aujourd'hui, et on constate une réelle progression ces dernières années sur l'investissement et le financement des entreprises, pour ce qu'on est à progression de plus 5,3% sur un an, et à août 2018, on avait d'ailleurs 1 634 milliards d'euros d'investis par le biais du financement des entreprises. Alors, financement classique, bancaire, mais financement aussi alternatif, financement par le marché, comme le crowdfunding, crowdlending, business angel, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, le capital investissement et le private equity. On constate aujourd'hui, d'ailleurs, et on peut le constater sur le slide que vous avez sous les yeux pour ceux qui nous regardent, qu'entre 2009 et 2018, on a une réelle progression de ce financement par le marché, puisqu'on est à plus de 9 points sur 9 ans. Alors, quel est le portrait robot aujourd'hui de l'investisseur en capital investissement, en private equity? Donc, initialement et à l'origine, c'était surtout des institutionnels. Là, aujourd'hui, avec l'ouverture sur l'assurance vie, on va le voir d'ailleurs, on commence peu à peu à démocratiser cette classe d'actifs. Et on est aujourd'hui sur un profil d'investisseurs plutôt féminin, quand on regarde effectivement basiquement les chiffres, 9,1% de femmes contre 7,7% d'hommes, et sur une population plutôt de baby-boomers de plus de 55 ans. Ça, c'est effectivement le premier point à noter au niveau du profil investisseur, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec justement les interventions de Julien et de Stéphanie. Mais le capital investissement, c'est quoi? Aujourd'hui, on peut investir en direct au capital des entreprises, en les finançant pour leur développement. C'est un petit peu l'objectif aujourd'hui de Nextage et d'Amundi, mais selon différents stades de vie de l'entreprise. Capital risque, capital développement, capital transmission et capital de retournement un peu plus à la marche. Quand on regarde un peu les données chiffrées et qu'on constate aujourd'hui, parce qu'on regarde 2017, et 2017 a été réellement une année record, enfin une année à garder effectivement en tête et en mémoire, puisqu'on a eu plus de 2140 entreprises accompagnées, start-up, PME, ETI, pour plus de 14,3 milliards. Eh bien, on constate que sur ces 4 phases et ces 4 segments d'investissement, donc capital innovation, capital développement ou capital transmission, finalement, on aurait pu penser que c'était plutôt le capital développement ou à la limite l'accompagnement au démarrage, et on se rend compte que c'est plutôt le capital transmission, puisqu'on est à plus de 9,8 milliards. Alors peut-être déjà une première question, Julien ou Stéphanie, pourquoi le capital transmission? C'est vrai que le capital transmission attire beaucoup de capitaux, mais vos données sont des données en valeur et en réalité en nombre d'opérations, c'est-à-dire en nombre d'entreprises financées. Le venture représente environ 50% des opérations, le capital développement 25% et le capital transmission 25%. En revanche, en valeur, il est beaucoup plus élevé parce que les opérations de capital transmission sont des opérations sur 100% du capital, donc engagent des montants plus importants. D'accord. Merci Julien. Alors, on a vu rapidement, pour dresser un petit peu le décor, donc l'intérêt aujourd'hui pour les entrepreneurs d'avoir un accompagnement par les sociétés de private equity, de capital investissement. On ouvre aujourd'hui depuis quelques temps, c'est pas très récent, mais c'est pas non plus très éloigné, le capital investissement, le private equity dans l'assurance vie, et en l'occurrence chez AGEAS France. Donc,
Johan, concrètement, comment s'est fait la sélection et comment aujourd'hui l'assureur Ageas France a finalement référencé 2 solutions donc, de capital d'investissement dans les contrats d'assurance vie? Quelle a été votre sélection? Fort des constats et l'engouement que vous avez expliqué, Ageas Patrimoine a souhaité naturellement intégrer du private equity dans ses contrats d'assurance. Alors, pour un assureur, intégrer du private equity dans ces contrats, ça fait toujours un petit peu peur en termes de liquidité et de risques conservés par l'assureur. Il faut savoir qu'il y a une évolution majeure, c'est la loi Macron de 2015 qui a permis un meilleur équilibre en termes de prise de risque entre différents acteurs pour intégrer des UC dans des contrats d'assurance vie. Fort de ça, on a fait une consultation large, que ce soit Ageas Patrimoine avec Ageas France. On a consulté donc très largement les différents acteurs qui proposent des offres UC de private equity. On a le plaisir de retenir Nextage et Amundi ici présents. Merci Johan. Et justement, ça me permet de faire une transition. Donc, on a retenu Nextage et Amundi. Et je vais tout de suite donner la parole à Stéphanie pour Nextage. Donc Stéphanie, quelques mots déjà sur Nextage, sur Nextage AM, donc une entreprise donc de capital investissement, et sur justement le support qu'Ageas Patrimoine et Ageas France ont retenu pour intégrer dans leur contrat d'assurance vie. Donc, Déjà, je voudrais commencer par remercier Ageas d'avoir retenu Nextage Croissance dans ses contrats d'assurance vie. Alors Nextage AM, qui sommes-nous? Je pense que certains d'entre vous nous connaissent déjà, puisque nous sommes très proche des conseillers en gestion de patrimoine, qui représentent à peu près 50% de nos encours aujourd'hui. Alors Nextage AM, c'est une société de gestion indépendante qui est une société de gestion entrepreneuriale qui a été créée par 2 entrepreneurs. Aujourd'hui, le capital de la société de gestion est détenu à 75% par les 4 associés de Nextage AM. Donc nous avons été créés en 2002, nous sommes spécialisés en capital développement. Donc, tu décrivais ces 4 phases. Nous, on est vraiment spécialisés dans cette phase où on accompagne les entreprises pour les aider à grandir et à atteindre la seconde étape la prochaine étape de leur développement. Nous sommes aujourd'hui 31 personnes. Nous avons levé 710 millions d'euros depuis 2002. Et nous avons surtout accompagné plus de 125 participations à ce jour. Donc 125 belles histoires, on pourra en parler tout à l'heure. Tout à fait. Alors, sur Nextage Croissance... Oui, et sur les 4 tendances qui sont issues finalement de la 3e révolution industrielle, parce qu'on en parlait justement tout à l'heure. Donc, quelles sont aujourd'hui donc, les 4 grandes tendances de Nextage et cette fameuse 3e révolution industrielle? Alors, on a cette particularité, effectivement, de pas avoir d'approche sectorielle. Notre vision est la suivante, c'est qu'avec la 3e révolution industrielle, plus précisément l'avènement de l'Internet et de la mobilité, l'ordre économique a été complètement modifié, au profit notamment des entreprises de taille moyenne, ces fameuses entreprises que nous accompagnons. Et donc, ce nouvel ordre économique, il est caractérisé par une transversalité. On le voit, il y a énormément d'entreprises qui émergent. Prenons Apple par exemple, qui sont actifs sur plusieurs marchés, l'horlogerie, le mobile. Donc, on préfère ne pas avoir cette vision en silo avec le primaire, le secondaire et le tertiaire, mais plutôt avoir une vision transversale. Et les 4 tendances sur lesquelles on investit, c'est l'économie de la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client. Donc l'idée que les entreprises qui créent une expérience client plus forte et une image de marque forte vont créer plus de loyauté et créer plus de valeur. La deuxième, c'est tout ce qui est économie de la demande et du partage, donc tout ce qui est plateforme, location, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. L'Internet industriel, donc ça va du robot à l'intelligence artificielle. Et enfin, l'économie positive qui inclut la croissance verte, la croissance bleue. Voilà. Alors sur le support justement qu'Ageas France a référencé dans ses contrats, est-ce qu'on retrouve un petit peu toutes ces grandes tendances? Quelle est concrètement l'UC Nextage Croissance? Alors, on retrouve ces tendances, évidemment. On a même certaines entreprises qui sont positionnées sur plusieurs tendances à la fois.
Et en fait, je voudrais juste revenir rapidement sur la genèse de NextEdge Croissance. Chez NextEdge Asset Management, on a toujours voulu essayer de démocratiser le capital développement. Alors, c'est un mouvement qui est en train de s'accélérer et on s'en réjouit. Mais on a vraiment été acteurs de la loi croissance. À l'époque, nos équipes ont travaillé avec les équipes du ministère de l'économie pour pouvoir ouvrir l'assurance vie au private equity. Donc NextEdge Croissance, c'est la première unité de compte éligible à la loi Macron qui a été lancée. C'était à l'été 2016. Et c'est assez simple. C'est une unité de compte qui investit dans un sous-jacent qui s'appelle NextEdge, qui est une société cotée sur Euronext. C'est ce qui nous permet d'organiser la liquidité. Et cette société investit, elle a déjà fait 16 investissements dans des entreprises de taille moyenne et elle a pour objectif de faire 40 à 50 investissements à terme. Alors j'en profite justement pour tous ceux qui nous regardent, donc surtout de ne pas hésiter à nous envoyer donc, des questions via le chat. Et une première question d'ailleurs, c'est aujourd'hui, quels sont déjà, puisqu'on dit 2016, donc c'est déjà 2 ans, quelles sont aujourd'hui les premières participations ou les premiers investissements donc, de NextEdge Croissance ? Alors, je vais vous parler d'un investissement que je trouve assez intéressant parce que c'est une belle histoire. C'est une société qui s'appelle Remio Charter. Donc là, on est vraiment dans l'économie de l'émotion, on est aussi dans la croissance verte, puisque c'est le premier loueur de bateaux dans le monde, des loueurs de catamarans. C'est une société qui a été créée en 2001 par un entrepreneur qui s'appelle Loïc Bonnet, qui avait départ 6 bateaux aux Seychelles, donc ça fait un peu rêver. Aujourd'hui, il est présent dans 53 bases dans le monde, donc un business model complètement diversifié. C'est le premier acheteur de bateaux dans le monde et donc on est rentré au capital de Remio Charter en 2017. À l'époque, il faisait un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros à ce moment-là, donc déjà une belle société établie avec une présence à l'international. Et le développement s'est beaucoup accéléré depuis qu'on est rentré au capital. Aujourd'hui, cette année, il ambitionne de faire, 2018, il ambitionnait de faire 145 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez une croissance à 2 chiffres. Et l'année dernière, on a fait une acquisition, par exemple, avec lui, puisque l'une de nos spécialités, c'est d'accompagner dans les croissances externes. Justement, Stéphanie, je me permets de vous couper 30 secondes. Donc, on a une première question également sur justement le financement des entreprises. Et est-ce que vous devenez, alors ça s'adresse aussi à Julien et à Amundi, est-ce que vous devenez associé de l'entreprise que vous accompagnez ? Comment ça se passe concrètement dans les faits ? Là, on voit qu'on est de plein pied dans l'économie réelle. Donc, on touche vraiment de près les entrepreneurs, les entreprises. Donc, on finance, c'est du concret. Et est-ce que vous devenez aussi associé de ces entreprises ? Alors, peut-être Stéphanie, puis après, je passerai la parole à Julien pour finir sur la matière. Alors, déjà, effectivement, on devient associé des entreprises. Nous, on est principalement minoritaire, comme disait Julien tout à l'heure. On intervient principalement dans les opérations minoritaires. On peut aussi faire du majoritaire. On devient associé, c'est-à-dire qu'on a systématiquement une présence au board de ces sociétés. Associé, donc vous êtes plutôt majoritaire, minoritaire ? On peut être les deux, on est plus souvent minoritaire que majoritaire, mais si l'entrepreneur souhaite que nous soyons majoritaires, on peut être majoritaire et c'est très important d'avoir cette flexibilité. Et par contre, il y a un élément qui est très important, c'est qu'on investit dans une société uniquement si l'entrepreneur a une partie significative de son patrimoine ou l'équipe d'entrepreneurs dans la société. Voilà, comme ça garantit un vrai alignement d'intérêt avec l'entrepreneur. D'accord. Alors, Julien, ça permet de faire effectivement la transition. Donc, même question, la philosophie d'Amundi. Alors, déjà, dans un premier temps, déjà, Amundi, Private Equity Fund, c'est qui, c'est quoi concrètement ? Alors, et on va voir ensuite le FCPR Mégatendance. Amundi Private Equity, donc, est une filiale à 100% du groupe Amundi, qui est le premier gérant d'actifs européen avec 1500 milliards d'euros sous gestion. Et Amundi est coté en bourse aujourd'hui et appartient à 70% au Crédit Agricole. Nous sommes donc Amundi Private Equity, une équipe d'une 30aine de personnes dont la vocation est d'investir dans les entreprises françaises, soit des PME, de grosses PME, soit des ETI. Et effectivement, on a construit un programme autour des grandes méga-tendances mondiales que sont la globalisation, que sont la technologie, la démographie, l'environnement et les évolutions sociétales.
Donc pour nous, c'est important d'étudier les dossiers et les entreprises à l'investissement sous ce prisme-là. À titre d'exemple, par exemple, on a investi dans une société comme Lunotechnologies qui est spécialisée dans les équipements médicaux. Et c'est intéressant de voir que c'est une société qui coche plusieurs cases. Qui coche la globalisation, c'est une société qui est implantée en Europe, aux États-Unis, en Asie, qui coche la démographie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus besoin d'être soignés, qui coche la technologie, bien entendu, puisque c'est une société qui innove, qui produit, qui investit beaucoup en R&D, et les évolutions sociétales, puisqu'ils sont en train de proposer des solutions de télémédecine, c'est-à-dire vraiment de médecine à distance, pour mesurer acuité visuelle, réfraction, etc. Donc, on essaye toujours de rechercher des sociétés qui cochent ces cases-là. On investit, comme NextEdge, essentiellement en minoritaire. Donc, pour répondre à l'une de vos questions, oui, bien sûr, nous sommes des associés. C'est vraiment par définition. C'est notre métier d'être associé avec le fondateur de l'entreprise ou avec d'autres fonds d'investissement et d'être présent dans les organes pas de gestion, mais de pilotage de l'entreprise et de surveillance de l'entreprise pour essayer d'orienter la stratégie, suivre l'évolution de la société, les accompagner, les aider en actionnant nos propres réseaux et les aider par exemple à faire des build-up, donc à racheter d'autres sociétés pour grossir et continuer leur développement. C'est vraiment notre vocation première. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve finalement en termes de philosophie ou d'approche au niveau des 5 grandes tendances, également du FCPR méga-tendance Amundi. Tout à fait. Le fonds l'UC justement d'assurance vie va co-investir avec d'autres véhicules que nous avons et qui nous permettent en fait d'investir plus dans des plus grosses entreprises. Et c'est pour ça qu'on vise aujourd'hui des ETI, c'est-à-dire des entreprises entre 250 et 1000 salariés schématiquement, qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des sociétés assez robustes, assez résistantes, et avec évidemment un objectif de rentabilité. On n'a pas encore parlé de cela, mais un objectif de rentabilité et, j'ajouterai, de liquidité. Alors justement, c'est une question, alors liquidité ou rentabilité, on va y venir tout de suite, mais y a-t-il un risque de perte en capital quand on est sur un fonds de capital investissement et donc de private equity? Alors, par définition, nous sommes associés des entreprises. Donc, comme tout entrepreneur, on peut perdre l'argent qu'on investit. Mais on a bien compris tout à l'heure que sur un FCPR, un méga tendance ou sur l'UC NextEdge Croissance, on n'a pas une entreprise, on n'accompagne pas une seule entreprise, alors ensuite, mais un panel d'entreprises. Tout à fait, on diversifie énormément nos investissements. Donc, il y a plusieurs entreprises. Et puis ensuite, il suffit de regarder les rendements historiques de cette classe d'actifs qui existe quand même depuis 30 ans. Il y a des études qui sont sorties qui montrent que historiquement, on a des rendements d'environ 10% par an. Et c'est ce qu'on vise à l'avenir. Et ce sont des rendements qui sont supérieurs aux autres classes d'actifs. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler de décorrélation justement par rapport aux autres classes d'actifs qui sont très prises par le marché? Est-ce qu'aujourd'hui, le capital investissement de private equity est un peu décorrélé et subit moins l'effet marché? Oui. Pour une raison simple, c'est que les investissements sur les marchés boursiers sont souvent des investissements de court terme. Les mouvements de capitaux sont très rapides. Vous pouvez acheter et vendre très rapidement. Nous sommes dans des horizons de moyen ou long terme, c'est-à-dire 5 à 7 ans, et sans possibilité de faire jouer les mouvements. Donc, on a des entreprises dont les profils de risque sont beaucoup plus réguliers et beaucoup moins forts, moins de volatilité. Sur ce type de support, donc dans le cas de l'assurance vie, on a le FCPR, on a l'UC NextEdge. Est-ce qu'il y a une durée de vie du support, ou est-ce qu'on a une participation donc, maximum, ou est-ce que c'est illimité? Comment fonctionne l'UC peut-être chez NextEdge, Stéphanie? Alors, nous, on a souhaité disposer d'un véhicule d'investissement qui nous permette d'accompagner nos entrepreneurs qui ont des sociétés qui progressent le plus dans la durée. Vous savez que dans les fonds classiques de private equity, vous avez en gros 3 ans pour investir, puis au bout de 5 ans, il faut commencer à préparer vos sorties. On a voulu sortir de cette problématique-là et avoir la possibilité de continuer à accompagner les sociétés qui marchaient le mieux. Pour ce faire, donc, on a créé une société d'investissement. L'UC NextEdge Croissance n'est pas un fonds, mais une société d'investissement. Et donc, elle a la particularité de pouvoir
d'avoir une durée illimitée. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on sort de ce dilemme en termes de timing d'investissement. Et puis en plus, ça permet d'avoir une période de commercialisation qui est limitée pour nos partenaires. Une fois qu'ils sont familiarisés avec l'UC et qu'ils la connaissent, eh ben, ils savent quelle est sur l'étagère. D'accord. Côté Amundi, le FCPR, lui par contre, c'est le premier ou c'est déjà la deuxième génération de FCPR en assurance vie éligible à l'assurance vie, le méga tendance? Alors, non, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau dans l'assurance vie. Jusqu'ici, le private equity chez nous était une classe d'actifs réservée essentiellement à des institutionnels. Aujourd'hui, on est en train de basculer sur ce modèle pour les particuliers, ce qui nous semble être une opportunité finalement pour les particuliers. Et la recherche de liquidité, par contre, est systématique dans nos investissements. C'est-à-dire que, vous savez que quand on investit dans une entreprise, on signe une convention d'associés, ce qu'on appelle un pacte d'associés, dans lequel on organise les règles du jeu entre l'actionnaire majoritaire et l'actionnaire minoritaire. Nous, en tant qu'actionnaire minoritaire, on a des droits renforcés. Et en particulier, on a des droits supplémentaires sur la liquidité de notre investissement. Pour se dire qu'au bout de 5 ans, 6 ans, on est en capacité de vendre notre participation ou l'ensemble de la société dans les meilleures conditions. Alors, justement, on parlait de liquidité ou d'illiquidité ou de période à conserver effectivement donc, son fonds de capital investissement, l'UC Next Stage 300, le FCPR donc, d'Amundi. Et là, je me tourne vers Johan et vers l'assureur. Aujourd'hui, Johan, comment peut-on investir et dans quelles conditions peut-on investir donc, sur le capital investissement à travers les contrats d'assurance vie chez AGAS France? C'est très simple finalement, puisqu'on peut investir à partir de 10 000 euros sur l'un des fonds présentés ici. 10 000 euros d'investissement sur le private equity. On rappelle qu'il y a une règle réglementaire qui limite l'investissement sur le contrat d'assurance vie à 10%. Donc ça veut dire que pour investir 10 000 euros, il faut que ces 10 000 euros représentent 10% maximum de l'investissement. Donc ça veut dire si on veut investir 10 000 euros, c'est-à-dire 100 000 euros de prime unique dans un premier temps. Bien sûr, on peut faire des reversements. Toujours la même contrainte de dire que l'investissement doit représenter 10% maximum de la provision mathématique et des arbitrages. Donc c'est aussi éligible en arbitrage pour des contrats existants qui ont déjà du fonds euro par exemple. Il y a la possibilité d'arbitrer vers ces fonds avec 10% encore une fois maximum sur la provision mathématique. Donc ça, c'est au niveau des investissements. On parlait tout à l'heure donc, de la loi Macron de 2015, donc, ce qui a permis d'avoir une certaine ouverture pour les assureurs, parce que jusqu'à présent, il y avait un risque toujours de liquidité. Donc les assureurs étaient plutôt un peu fébriles à référencer du capital d'investissement, du private equity dans l'assurance vie. La loi Macron, avant, après, qu'est-ce qui a permis cette ouverture? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que... Alors, ça reste encore, je ne vais pas dire à la marge, mais tous les assureurs de la place n'ont pas référencé le private equity dans leurs contrats et notamment pas sur tous les contrats. Je ne vais pas dire que ça reste encore élitiste, mais tout au moins on essaie de le démocratiser. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a fait un peu ce déclic? Et la loi Macron, comment on l'utilise finalement à la sortie? Pour faire simple, avant 2015, ouais. Il y avait une obligation de liquidité de l'assureur sur l'ensemble des UC. Et la loi de 2015 a introduit une souplesse à ce niveau-là, qui est la possibilité pour un assuré d'opter irrévocablement pour la sortie en titre. Donc concrètement, quand le client investit sur ses fonds de private equity, au sein d'une unité de compte, il peut racheter. Et dans ce cas-là, il sera réglé en titre. Voilà. Donc c'est la nouveauté de la loi qui a été introduite par la loi Macron, donc la sortie irrévocable en titre. Un point important, c'est qu'on n'a pas voulu complexifier cette intégration des supports au sein de nos contrats d'assurance vie. Notamment, on n'a pas voulu demander l'accord des bénéficiaires en cas de décès pour récupérer les sorties en titre. Donc les contrats prévoient la possibilité lors du décès d'un règlement en numéraire. Donc on n'est pas en full Macron comme on dit on habituellement. n'est pas en ceinture et bretelles. Voilà, c'est ça. Un assureur, c'est aussi porter du risque, donc on l'accepte dans ces cas-là et c'est naturel. Et on retrouve donc les deux supports, donc le FCPR, donc Méga Tendance d'Amundi et l'UC Next Stage 300 donc, de Next Stage, sur quels produits? Les produits phares de la gamme, les produits en dématérialisation, enfin, quels sont les produits aujourd'hui qu'on a à notre disposition chez AGAS Patrimoine et mis à disposition par les AGAS deux France. produits phares d'AGAS Patrimoine, que sont PGA et MyPGA. C'est accessible dans les mêmes conditions pour ces deux produits.
avec sur MyPGA la possibilité d'investir en full dématérialisé sur du private equity. Je pense que c'est une première au niveau du marché. Donc vous avez la possibilité, avec signature électronique, de souscrire du private equity. Voilà. Alors une question qui s'adresse aussi à tous les trois. Aujourd'hui, je suis donc conseiller et j'ai mon client qui souhaite investir dans le capital investissement, le private equity, donc qui souhaite finalement participer et entrer de plein pied dans l'économie réelle. Et quel est aujourd'hui l'avantage et l'intérêt pour un client d'investir dans le capital investissement et principalement à travers l'assurance vie? Alors, quel est l'intérêt? Je ne sais pas, peut-être Julien. Alors, le principal intérêt, et je reviens à la notion de rentabilité de l'investissement sur le long terme. Historiquement, on a des rentabilités de l'ordre de 10% par an. Et c'est ce qu'on continue évidemment à viser dans les nouveaux investissements. Cette prise directe aussi avec l'économie réelle, qui est quand même très satisfaisante pour les investisseurs finaux. Donc je crois que c'est ça les principaux drivers pour un investisseur particulier. C'est une recherche de performance, d'accompagnement de l'économie réelle et recherche de performance à moyen terme, 6-7 ans, et sur des rendements sensiblement supérieurs quand même à ce qu'offrent aujourd'hui les taux d'intérêt, qui sont proches de 0 ou 1% sur certains contrats d'assurance vie, ou les actions qui sur le long terme rémunèrent 5-6% par an. Voilà. Non, effectivement, on sait tous que l'assurance vie est la poche d'épargne préférée des Français. Je crois qu'elle concentre aujourd'hui 1700 milliards, donc c'est des montants colossaux. Et pouvoir offrir la possibilité à ses clients de diversifier son allocation au sein de cette poche-là, c'est un vrai atout. D'accéder à des produits qui vont dynamiser la performance, ça évidemment c'est un autre atout. Et le dernier, c'est donner du sens à son épargne. Effectivement, vous investissez directement au capital d'entreprises qui sont pas seulement à Paris, mais aussi en région. Donc ça a beaucoup de sens. Alors, avec la fiscalité de l'assurance vie. En plus. Pour lever une ambiguïté, ce n'est pas parce que le règlement se fait en compte titre qu'on est sur la fiscalité du compte titre. On est bien évidemment sur un investissement au sein d'un contrat d'assurance vie qui bénéficie de l'avantage des particularités de la fiscalité d'assurance vie. Alors c'est justement une question et ça tombe très bien. Donc le FCPR, l'UC Next Stage Croissance, tout le moins les supports donc éligibles à l'assurance vie, donc le capital investissement, est-ce que ce sont les mêmes qu'on pourrait avoir en direct ou à travers un compte titre, ou est-ce qu'ils sont spécifiques au contrat d'assurance vie? Alors peut-être. Alors Next Stage Croissance, c'est une unité de compte qui a été spécifiquement structurée pour pouvoir répondre aux conditions de la loi Macron. Donc l'UC Next Stage Croissance, c'est une UC d'ailleurs, est disponible que via les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation. La stratégie sous-jacente Next Stage, elle, est accessible sur compte titre. Mais quand vous investissez sur Next Stage Croissance dans l'assurance vie, effectivement, vous avez, au-delà de la possibilité d'arbitrer et diversifier votre contrat, la possibilité de bénéficier notamment des avantages successoraux offerts par l'assurance vie. D'accord. Alors, on a une question, mais je crois que Johan a répondu tout à l'heure. Dans quel contrat sont logés ces deux fonds chez AGAS, Assurance Vie Capitalisation? MyPGA le propose-t-il? Si oui, comment est géré? C'est bien PGA, la partie Assurance Vie, la PGA Capi également, et MyPGA. Voilà, donc vraiment sur l'offre, effectivement, d'aujourd'hui. Alors, on a quelques questions. Est-ce que les capitaux sont bloqués ou peut-on faire des rachats partiels ou des rachats partiels programmés? Alors là, on n'est pas sur le décès, on n'est pas sur un rachat total, puisque dans ce cas-là, effectivement, on doit régler l'assuré. Mais en cours de route, on a besoin de liquidité. Le client souhaite faire un rachat partiel. Alors, le contrat n'est pas bloqué. On a précisé tout à l'heure que l'investissement sur ces fonds private equity représentait 10% du contrat. Bien évidemment, le client a la possibilité à tout moment de racheter le reste, les 90% restants, et à être réglé en numéraire comme il est fait, comme c'est le cas actuel. L'autre, sur la partie private equity, le choix qu'on a fait, c'est uniquement de pouvoir sortir lors d'un rachat total. Pour des questions opérationnelles que vous comprenez bien, à partir du moment où le rachat se fait via un règlement en titre, il était difficile de gérer des transferts de parts à chaque fois sur des petits montants rachetés. Donc le principe, le rachat partiel se fait bien sûr sur la partie hors private equity, et à n'importe quel moment le client peut faire un rachat total, y compris sur la partie private equity, et dans ce cas-là, il sera réglé en titre. Voilà, c'est la question en cas de sortie en titre. Comment cela se passe concrètement?
Concrètement, le client nous précise sur quel compte titre il souhaite le versement de ces titres-là et on procède à l'opération. Mais encore une fois, on est bien dans la fiscalité de l'assurance vie, donc le rachat total respectera la fiscalité de l'assurance vie. Et après, c'est le règlement qui se fait en titre. Alors on avait effectivement une question également, mais elle tombe assez rapidement. On a le private equity, le capital investissement. On a connu il y a quelques semaines donc une campagne donc sur le capital investissement, le non coté, avec des FIP, FCPI et d'autres produits qui ont l'avantage d'avoir une réduction d'impôt pour l'investisseur. À travers l'assurance vie, est-ce que finalement il y a aussi des avantages fiscaux particuliers tels que ceux-ci ? Réduction d'impôts. Alors, ce ne sont pas des investissements qui ouvrent droit à des réductions fiscales, comme ça peut être le cas pour les FCPI ou les FIP, par exemple. En revanche, vous bénéficiez de la fiscalité du contrat d'assurance vie. Donc, on est bien clair, ce n'est pas du tout dans la même approche. On est toujours sur du sous-jacent, on est toujours sur l'investissement, sur l'économie réelle, on finance les entreprises. Finalement, les sociétés de private equity interviennent à différents stades, mais on n'est pas du tout sur un produit fiscal comme les produits de fin d'année. Oui, j'ajouterais que le profil de risque est un petit peu différent. L'investisseur qui investit au travers de FIP ou de FCPI va investir toujours dans des PME, au sens européen du terme, c'est un peu technique, mais c'est des entreprises qui sont moins de 200 salariés. Et par ailleurs, sur ces FIP et ces FCPI, il y a des contraintes fortes sur l'âge de la société, sur la nature des opérations que nous devons faire. Au travers de ces nouveaux fonds éligibles à l'assurance vie, on va investir véritablement comme un investisseur institutionnel, c'est-à-dire qu'on va investir sur des entreprises à profil de risque moins important, des plus grosses entreprises, sur des natures d'opérations qui sont tout à fait libres. Et donc, globalement, on a un profil de risque moins important que sur les produits fiscaux. D'accord. Alors, on va revenir vers Joanne et vers l'assureur. Une question. Quelle est la valeur liquidative que vous retenez chez AGAS France sur l'UC Next Stage Croissance et sur le FCPR Mégatendance? Il y a une valorisation qui est bimensuelle de mémoire pour les deux supports. Donc la valeur retenue est celle-ci, donc qui permet de valoriser le contrat, notamment en cas de rachat sur les autres supports. Et encore une fois, je précise, s'il y a un rachat total, c'est donc la valorisation qui arrive, la prochaine valorisation bimensuelle, et c'est sur cette base-là que les nombres de parts seront transférés au client. D'accord. Alors, qui assurera la liquidation des titres en cas de transfert sur un compte titre? La liquidation, est-ce qu'on peut parler de liquidation des titres ou pas? Alors, dans le cas de Next Stage Croissance, je peux répondre. En fait, la particularité de Next Stage Croissance, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est que son sous-jacent est une société qui est cotée. Donc, une fois que l'assureur, donc AGAS, a procédé à la remise en titre sur un compte titre, il est possible pour le souscripteur de demander à Next Stage Croissance de racheter ces titres pour assurer la liquidité. Et donc, la liquidité est assurée simplement par le marché. Merci Stéphanie. On arrive donc au terme de notre webinaire sur le capital investissement à travers les contrats d'assurance vie et de capitalisation. Je regarde si on a encore une ou deux questions. Il ne faut surtout pas hésiter pour les personnes qui nous regardent donc à chatter effectivement avec nous en direct. Donc, si on doit résumer donc une classe d'actifs qui principalement est un petit peu décorrélée des marchés, qui permet réellement à l'investisseur d'investir dans l'économie réelle, on a de belles participations qu'on peut suivre, donc on l'a vu effectivement tout à l'heure avec Amundi et Next Stage. Ça permet effectivement d'investir par rapport à un patrimoine pour son client 10% en capital investissement en private equity à travers l'assurance vie, donc bénéficier également de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, donc ça permet de diversifier finalement ses allocations. On a une question entre-temps, en termes de frais, la courbe en J est résorbée en combien de temps? Alors là, c'est plutôt... au mois près, au jour près. Au jour près, voilà. Alors la courbe en J, alors peut-être... Je sens, Julien, les investissements... En ce qui nous concerne, c'est une courbe en J qu'on atténue fortement. D'abord parce que les frais sont payés sur les montants investis directement, alors que souvent, la fameuse courbe en J est liée au fait que... vous souscrivez et l'argent n'est pas investi immédiatement dans les entreprises. Là, il y a une simultanéité entre les deux, ce qui fait qu'on réduit sensiblement cette courbe en J.
Et puis d'autre part, on essaye aussi d'avoir dans les produits dans lesquels on investit. Quand on investit dans une entreprise, on peut investir au travers d'actions ou d'obligations parfois avec des rendements sympathiques. Et dans ce cas-là, on essaye d'avoir un versement cash, ce qui permet d'avoir un petit peu de rendement directement pour l'entreprise. Voilà. Donc on estime que la courbe Mangy est atténuée. Difficile de définir un horizon précisément où on rebascule au-dessus de zéro, bien entendu. Mais... Voilà. Alors, en conclusion, je regarde si on a encore une ou deux questions qui nous viennent, mais sinon, en conclusion de ce webinaire, quelles seraient les idées fortes côté Next Stage à retenir sur le private equity, l'UC Next Stage croissance à travers les contrats d'assurance vie d'AGAS France? Moi, je dirais, aidez-nous à faire progresser la démocratisation du private equity en proposant à vos clients d'allouer une partie de leurs actifs sur cette classe d'actifs qui est source de performance, qui permet de diversifier son patrimoine et qui a beaucoup de sens. Julien? Oui, je crois que c'est vraiment une opportunité, le private equity, pour investir dans l'économie réelle, donc diversifier son patrimoine. Je vais me permettre de donner un exemple d'investissement récent que nous avons fait. Nous avons investi dans une société française basée à Aix qui s'appelle Crosscall et qui fabrique des téléphones qui ont une particularité, c'est que ce sont des téléphones extrêmement résistants, étanches et très autonomes. Cette petite société, au cours des 5 dernières années, elle est passée de 5 à 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, portée par une équipe de management dynamique, ambitieuse. Et voilà, c'est un peu à l'image de ce qu'est notre profession, c'est-à-dire qu'on est là pour accompagner des entrepreneurs qui sont sur le terrain, se battent pour créer de belles histoires. Et de l'emploi. Voilà, et de l'emploi. Et pour participer justement à ces belles histoires et à cet emploi, eh bien, on a la possibilité, et ce sera Johan pour le mot de la fin, on a la possibilité justement de l'investir à travers l'assurance vie sur le capital investissement. Le mot de la fin, c'est que l'assurance vie et le private equity sont deux mots qui se combinent très bien ensemble. Bien sûr, les assureurs investissaient déjà sur le private equity pour les fonds propres ou pour l'actif général. Et maintenant, on a la possibilité de le faire pour également en unité de compte. Et je suis conscient que c'est un pas en avant pour le financement réel de l'économie et que ça participe au bienfait de tous, en tous les cas. Merci Johan. Donc, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura permis d'avoir un nouvel éclairage sur le capital investissement, le private equity et surtout et notamment à travers donc, les contrats d'assurance vie et de capitalisation. Notamment chez AGAS Patrimoine, on va continuer puisque la semaine prochaine, donc le 14 février, nous aurons l'occasion d'organiser une conférence matinale sur l'entrepreneuriat et le capital investissement où nous aurons le plaisir de nouveau d'accueillir Next Stage AM, Amundi Private Equity Fund et on aura en plus la présence d'Alto Invest et un invité exceptionnel puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Pierre Gattaz qui était l'ancien président du MEDEF. Donc pour tous nos conseillers qui nous suivent parisiens, donc c'est le 14 février prochain. En tout cas, Stéphanie, Johan et Julien, merci et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain webinaire AGAS Patrimoine. Merci. Merci. Bientôt.